Alors, voyons dans ce cinquième chapitre la fiscalité internationale, parce que grand nombre d'entre vous cherchent à s'expatrier ou à optimiser leur fiscalité. Donc, c'est vraiment pour les personnes les plus avancées. Et donc, nous allons voir les bases de la fiscalité internationale. Donc, ce qu'il faut savoir, parce que trop souvent, j'ai vu des confusions. Certaines personnes pensent faire des systèmes qui sont optimisés alors qu'ils ne le sont absolument pas. Nous verrons ensuite les risques et les mauvaises pratiques, ce qui peut vraiment te coûter cher si tu as un contrôle et que tu ne fais pas les choses correctement. Ensuite, j'évoquerai très rapidement les LLC américaines, mais il y a déjà une formation dédiée à ce sujet. Et enfin, nous verrons Dubaï, donc la Free Zone en 2025, donc les avantages fiscaux et bien évidemment les pièges cachés. Donc commençons par cette première vidéo donc sur la fiscalité internationale, ce qu'il faut savoir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la résidence fiscale personnelle, donc de chaque individu, ce n'est pas forcément l'endroit où la société a imposé. Donc il faut comprendre, il y a deux niveaux et il faut toujours prendre en compte ces deux niveaux. Donc le premier, c'est donc toi, la personne physique, et là tu dois payer tes impôts dans le pays dans lequel tu résides. Et il y a également la société qui est une personne morale, donc en fait elle est traitée de façon individuelle et elle est imposée dans le pays dans lequel elle est gérée ou opérée. Pourquoi je dis gérée? Parce que parfois, on peut avoir l'impression de créer une société dans un pays, mais elle n'est pas gérée dans ce pays. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'administration fiscale du pays dans lequel on réside en tant que personne physique peut considérer que cette société, au final, elle n'est pas gérée depuis les États-Unis, elle n'est pas gérée depuis le Luxembourg ou d'autres juridictions. Et à ce moment-là, l'administration fiscale peut dire, bah tiens, moi je vais imposer cette société, même si c'est une société étrangère, je vais l'imposer comme si elle était en France. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle est gérée depuis la France. On parle de substance fiscale et donc ça c'est le plus gros risque et trop peu de personnes maîtrisent ces aspects et ils se font avoir. Donc les deux fiscalités elles coexistent. Donc la société elle paye ses impôts à son niveau et la personne physique paye donc ses impôts à son niveau si elle perçoit par exemple des dividendes ou des salaires. Donc la moralité, c'est qu'un montage fiscal n'a de sens que si donc la résidence personnelle et la résidence de la société sont cohérents. Donc on va voir qu'est-ce qu'on entend par cohérent. Alors, déjà, il faut comprendre ce qu'est la résidence fiscale donc personnelle, individuelle, en France et donc les critères. C'est des critères qu'on retrouve dans de nombreux pays, en Europe surtout. Après, il existe des pays où ces critères ne sont pas les mêmes. Et c'est généralement les pays où la fiscalité est plus avantageuse, où ils ne veulent pas toutes ces contraintes. En France, on est considéré comme résident fiscal si des critères est rempli. Donc c'est l'article 4 du Code général des impôts. Le premier, c'est si on a son foyer en France, c'est-à-dire une famille, son habitation principale, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est-à-dire que si on a notre femme, par exemple, ou notre mari et nos enfants en France, les enfants vont à l'école, tout le monde vit, on va dire, en France, mais que nous travaillons à l'étranger, eh ben, même si on habite à l'étranger, on est considéré comme résident fiscal français parce que notre foyer est en France. Je sais, c'est pas cool, mais c'est la solution qu'a trouvé l'administration fiscale pour essayer de s'accaparer le plus possible, on va dire, les impôts des personnes. Ensuite, celui qui est, on va dire aussi dangereux pour les artistes ou ceux qui passent beaucoup de temps en France, et ben s'ils passent plus de 6 mois dans l'année, ils sont aussi considérés comme résidents fiscaux français. Donc on peut le voir parfois par des étrangers qui viennent s'installer en France, voilà, des acteurs, des personnalités, et ils passent plus de 6 mois à Paris parce qu'ils adorent Paris, et ensuite ils se retrouvent à avoir des problèmes. Donc on a souvent aussi des personnes qui s'expatrient dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse, mais qui passent quand même plus de 6 mois en France. À ce moment-là, ben, leur résidence est requalifiée. Évidemment, si notre activité professionnelle principale est en France, eh ben, on est considéré comme résident fiscal français. Après, là, je ne rentre pas dans les considérations des conventions fiscales entre les États parce que
comme je vous l'ai dit, si notre activité professionnelle, par exemple, est en Allemagne et que la convention fiscale entre la France et l'Allemagne décide que dans ce cas-là, on est imposé en Allemagne, et c'est le cas, et bien à ce moment-là, même si notre foyer est en France, on payera nos impôts en Allemagne. Donc voilà, la fiscalité internationale, c'est très compliqué, mais je vous explique déjà comment ça fonctionne en France. Si nous avons notre centre des intérêts économiques, donc des investissements, des revenus majeurs, c'est-à-dire qu'on va dire plus de 50% de vos revenus, vous avez des revenus locatifs, vous avez une entreprise en France, etc. Même si vous vivez à l'étranger, eh ben, vous serez imposé en France. Et donc, bien évidemment, il faut vérifier les conventions fiscales. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ça évite la double imposition. C'est-à-dire que ben, chaque pays veut prélever l'impôt, mais il existe des conventions fiscales, c'est-à-dire que même si vous êtes résident à l'étranger, et ben, par exemple, tout ce qui est revenus fonciers, ça sera imposé en France, mais les revenus, par exemple, d'autres sources, si vous vivez à l'étranger, à ce moment-là, ces revenus seront imposés dans cet autre pays, mais il faut toujours vérifier la convention fiscale. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours consulter un avocat pour s'assurer que ce qu'on fait est correct. Donc pour retenir, si tu es résident en France, tu vis en France, que ton business est en France, et ben tu seras imposé en France sur tes revenus mondiaux. Euh, voilà, donc c'est comme ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes veulent partir. Alors maintenant que nous avons vu la fiscalité des personnes physiques, voyons la fiscalité de la société. Où est-ce qu'elle est imposée? Donc, comme je l'ai déjà répété, une société est une entité distincte. Elle est autonome. Elle est traitée de façon individuelle. Et donc, elle est imposée là où elle est dirigée et de là où on opère. Donc, le siège statutaire, ce n'est pas toujours le lieu de direction effective. Et c'est là où se prennent les décisions, où se situe le management réel. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous créez une société aux États-Unis, mais que vous ne la gérez pas depuis les États-Unis, eh bien, en fait, si vous vivez à Dubaï et que Dubaï dit bah, moi ça m'intéresse pas ce qui se passe aux États-Unis, que les États-Unis n'ont pas de problème, que vous ne gérez pas votre société depuis les États-Unis, pas de problème. Par contre, là, si vous vivez en France, que vous avez une société aux États-Unis et que vous gérez cette société depuis la France elle va dire bah tiens, moi j'estime que cette société n'a pas lieu d'être et qu'elle devrait être soumise à la fiscalité française et à ce moment-là, il y a une requalification. Voilà. Et donc ça, c'est un des problèmes. Il y a des solutions pour contourner ça. Je vous invite à me contacter si vous souhaitez savoir comment, on va dire, être en mesure de gérer sa société depuis donc les États-Unis. Je ne vous incite pas à faire de la fraude ou à faire, on va dire, contourner les règles de droit. Ce n'est pas ça, mais il existe des solutions légales qui vous permettent de le faire. Euh, Ensuite, l'établissement stable, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la société a des équipes, a des agents ou a même fait de la vente de services, de biens dans un pays. Je vais prendre l'exemple. Vous avez une société en France et vous vendez vos services en Allemagne. Vous n'êtes pas obligé de vous immatriculer en Allemagne, mais si vous dépassez certains seuils, à ce moment-là, il faudra vous soumettre et à la TVA et ça sera considéré comme un établissement stable et à ce moment-là, vous serez soumis à donc la fiscalité locale. Donc ça aussi, c'est important parce que trop souvent, je vois des gens qui créent par exemple une société. Donc si vous savez que vous allez lancer un business, on va dire dans un pays donné, créez votre structure dans ce pays-là. Mais si vous créez une société aux États-Unis pour gérer votre business en France alors que vous vivez en France, bon ben là c'est clairement on va dire de la fraude fiscale. Parce que vous mettez en place ce montage pour une seule raison, ne pas payer l'impôt. Ensuite, sur les distributions, il y a deux solutions. C'est soit sous format de salaire, donc vous payez des charges sociales et un impôt, soit sous forme de dividende, donc vous payez un impôt sur les dividendes. Et tout ça varie en fonction du pays dans lequel vous vivez et le régime applicable. Donc un principe, c'est ne mélangez jamais les comptes perso et les comptes pro, gardez toujours les contrats et les factures donc de façon la plus clean possible, nous l'avons déjà vu dans les vidéos dédiées à la comptabilité. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur la fiscalité. Donc la fiscalité, il y a des principes, donc là sur la fiscalité internationale, il y a des principes, c'est la territorialité ou l'imposition mondiale. Donc tous les pays ne sont pas pareils, vous doutez bien, les pays en Europe, c'est surtout l'imposition mondiale, donc comme la France, donc on paye ses impôts sur ses revenus mondiaux. Donc le principe, c'est que peu importe où vous gagnez de l'argent, vous payez vos impôts. Bien évidemment, il faut consulter la convention fiscale
entre le pays et le pays de résidence, donc la France, et le pays dans lequel vous générez revenus, parce qu'il peut y avoir des exceptions. Mais le principe, c'est l'imposition sur les revenus mondiaux. Il existe aussi une imposition territoriale, donc par exemple aux Émirats arabes unis, à Dubaï, au Panama, où on impose uniquement sur les revenus de source locale. C'est-à-dire que ces pays-là, ils estiment que, bon, si vous gagnez de l'argent là où vous vivez, donc au Panama ou à Dubaï, vous ne payerez des impôts que sur ces revenus. Si vous générez des revenus à l'étranger, à ce moment-là, bon, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas vous imposer. Et c'est ce qui justifie certains montages fiscaux, donc par exemple des personnes qui sont résidentes à Dubaï ou au Panama et qui créent des LLC américaines, parce qu'une LLC c'est une entité transparente qui permet donc d'être imposée dans son pays de résidence. Mais vu que le pays de résidence considère que les revenus mondiaux ne les intéressent pas, à ce moment-là, vous ne payez pas d'impôts. Donc les LLC américaines, on parle de système pass-through, c'est des entités qui sont transparentes d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire que la fiscalité, elle est au niveau de la personne physique et pas au niveau de la société. Donc, je sais qu'on traite les sociétés de façon indépendante, mais ce type de société, et en France aussi, nous avons des sociétés où la fiscalité de la société est en fait le reflet de votre fiscalité personnelle. Et donc, en fait, ici, on ne paye pas d'IS sur les revenus au niveau de la société, mais on paye selon donc la fiscalité de la société. Donc, si vous êtes en France et que vous avez une LLC américaine, vu qu'en France, vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux et que vous êtes soumis au barème, à ce moment-là, vous allez être imposé donc de la même manière que si vous aviez créé une société en France. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt à avoir une LLC en vivant en France. Donc comme je l'ai dit, résident français avec une LLC américaine sans activité aux États-Unis, vous êtes imposé en France et donc vous avez aussi une obligation déclarative. Donc je sais que certaines personnes ne déclarent pas leur LLC et puis ils se disent qu'ils vont être épargnés, mais le jour où ils font des virements sur des comptes personnels et que l'administration ou Tracfin peut voir qu'il y a des gros montants qui transitent entre les États-Unis et la France, à ce moment-là, ils vont vous demander d'où est-ce que ça vient. Et là, bon, ben, vous êtes cuit. Donc, si vous avez une activité donc aux États-Unis, vous aurez une imposition aux États-Unis en plus. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Si vous gérez une activité, on va dire, de management aux États-Unis avec des modèles aux États-Unis et que tout votre business est aux États-Unis, que vous avez une LLC, il faut payer des impôts aux États-Unis. Donc, vous n'êtes pas épargné, même si vous habitez à Dubaï. Donc, il faut faire très attention et donc je vous invite aussi à consulter des experts comptables ou des fiscalistes locaux pour vous assurer que votre business est soumis ou n'est pas soumis à l'impôt aux États-Unis pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que j'ai pu voir déjà des personnes qui disent, bon tiens, de toute façon c'est aux États-Unis, il ne m'arrivera rien. Et le jour où ils prennent l'avion et qu'ils atterrissent sur le territoire américain, ben, ils se font arrêter et j'ai déjà vu ce cas. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes français, vous vivez en France sans changement réel donc de votre résidence, donc si vous ne vous installez pas dans un pays à fiscalité beaucoup plus attractive, le montage, on va dire là, d'optimisation fiscale n'apporte quasiment rien. Donc, quand est-ce que l'international a vraiment du sens? Comme je vous l'ai dit, c'est pertinent uniquement si votre fiscalité personnelle, la fiscalité des sociétés et vos opérations sont cohérentes. Donc la première étape, c'est de changer de résidence vers un pays compatible. Donc bon, si vous pouvez obtenir un visa, un logement et obtenir toute la documentation, les attestations locales pour pouvoir justifier de votre résidence et de créer une réelle substance. On parle de substance fiscale comme je vous l'ai déjà dit, donc d'avoir un bureau, une banque, une équipe, des contrats. Vous pouvez même nommer des managers. Voilà, ça a du sens si vous créez une société à l'étranger. Il faut également avoir une justification, donc des opérations locales qui sont réelles, parce que si vous créez uniquement une société dans un pays pour optimiser la fiscalité, c'est dangereux. Ça s'appelle de l'évasion, ça s'appelle du contournement et vous allez avoir des problèmes parce que vous n'aurez pas, on va dire, d'explication à donner. Donc il faut toujours une raison. Vous pouvez l'inventer si elle est cohérente et que ils y croient, c'est le plus important. Donc, comme je vous dis, il y a des raisons opérationnelles légitimes. J'ai vu des personnes qui recrutent du staff à l'étranger, à Madagascar, Philippines, ils créent des structures locales, voilà, par rapport aux fuseaux horaires, les moyens de paiement local, etc. Donc là, ça a du sens. Mais à nouveau, il faut toujours faire attention, avoir une bonne facturation,
On parle également de prix de transfert si vous avez plusieurs sociétés. Donc même si vous avez une petite structure et que vous faites on va dire des prestations entre vos propres sociétés, il faut faire également attention. Alors dans cette vidéo, nous allons voir donc les risques associés et les mauvaises pratiques dans la fiscalité internationale, donc ce qui peut vraiment te coûter cher et te causer des problèmes. Donc, qu'est-ce qui déclenche les ennuis? Il y a 3 zones rouges. La première, c'est la non-déclaration ou l'incohérence donc dans les déclarations de revenus. Donc l'administration fiscale a des algorithmes qui permettent de voir que ce n'est pas normal. Par exemple, une société qui est en perte plusieurs années d'affilée, une société par exemple qui a un seul prestataire, je ne sais pas moi, aux États-Unis et qui facture 100 000 euros par mois, ou tout simplement une auto-entreprise ou une micro-entreprise qui dépasse les seuils ou qui ne déclare pas la totalité de ses revenus. Donc ça, c'est le premier, on va dire, red flag. Ensuite, une société étrangère qui est dirigée en réalité depuis la France. Donc ça, je l'ai déjà dit, vous créez une LLC en vous disant, bah, tiens, je vais être protégé, je ne vais pas payer d'impôts, mais vous habitez en France, vous faites des virements, etc. Bah, à ce moment-là, il y a un risque donc de requalification et bah, de soupçon de fraude fiscale. Donc ça, il faut faire très attention. Et ensuite, donc les mélanges des flux, donc comme je vous ai dit, des payouts sur des comptes perso, sur les comptes des managers, sans facture, avec des prestataires non déclarés. Je le vois trop souvent, donc des gens qui payent en crypto, ils n'ont pas de contrat, ils ne sont pas déclarés. C'est n'importe quoi, aussi bien du côté de la modèle que du côté de l'agence. Et ensuite, ben, ils se retrouvent à avoir donc des problèmes. Donc, quel est le risque, donc, comme je vous l'ai déjà dit, sur la requalification et sur l'établissement stable? Donc en fait, vous dites que vous faites A, mais en fait, vous faites B. Et là, il y a un risque de requalification. Comme je vous ai dit, la direction effective en France, donc l'administration, considère que la société est en France. Donc si vous habitez en France, que vous prenez vos décisions depuis la France, ben, peu importe où est située votre société, la France va vouloir vous imposer. Pareil, lorsque vous avez un établissement stable, donc si vous avez des locaux, des agents, une équipe en France, ben, il faudra payer vos impôts en France. Donc si vous habitez à Dubaï, mais que vous avez vos locaux, vos équipes, tout en France, etc., et que votre business est exclusivement rattaché à la France, normalement vous êtes censé payer des impôts. Donc là aussi, il y en a, ils pensent qu'ils sont totalement protégés parce qu'ils sont à Dubaï, alors qu'ils gèrent leur business sur le territoire français. Donc j'ai vu ça par exemple dans l'e-commerce, dans le dropshipping, où en fait ils vendaient des produits sur le marché français alors qu'ils étaient à Dubaï et donc ils ne payaient ni la TVA, ils ne reversaient pas la TVA, enfin ils ne payaient pas d'impôts, pas de TVA, c'était du grand n'importe quoi. Et ensuite ces personnes, quand elles remettaient les pieds sur le territoire français, elles se retrouvaient du coup avec des problèmes. Comme je vous ai dit, si vous voulez utiliser des pays à fiscalité privilégiée, donc il y a un risque de rattachement aussi des bénéfices en France en cas de contrôle, tout simplement parce qu'il n'y a pas de substance ou une faible imposition. Pareil, si vous versez des dividendes à ce moment-là, la France va faire un prélèvement à la source sur ces paiements de dividendes. Également, les abus de droit, donc c'est lorsque vous mettez en fait en place un montage qui est justifié uniquement sur l'aspect fiscal sans raison économique réelle. Donc pour l'administration, il n'y a rien de pire que de leur dire j'ai créé telle structure pour ne pas payer d'impôts, pour faire des économies. Il faut toujours avoir une justification qui a du sens. Ça peut être stabilité politique. Lorsque je mets en place des fonds d'investissement au Luxembourg, bien évidemment que c'était beaucoup plus intéressant de gérer une société depuis le Luxembourg plutôt que depuis la France, mais il fallait justifier le choix du Luxembourg pour d'autres raisons que fiscales. Les raisons étaient principalement stabilité économique, politique, facilité de gestion, on va dire, de la structure, où la structure tout simplement ressemblait à des montages qui existaient à l'étranger, aux États-Unis, donc ça permettait aux investisseurs de se sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà, il faut donner ce type d'argumentation lorsqu'on choisit de faire, on va dire, de l'optimisation fiscale et que ce soit crédible auprès de l'administration fiscale. Donc,
Pour avoir donc de la substance fiscale, il faut avoir des preuves, parce que si vous n'avez pas de preuves, votre montage est fantôme. Donc si vous avez une société, par exemple aux États-Unis, que vous avez une adresse, que vous avez une domiciliation, que vous avez des contrats locaux, que vous avez des comptes bancaires locaux, vous augmentez, on va dire, votre substance et l'administration ne pourra pas remettre en question votre montage. Mais par contre, si vous avez une boîte aux lettres, que littéralement il n'y a rien dans ce pays, à ce moment-là, ça va être compliqué de vous défendre. Il faut également des gestions qui sont depuis ce pays, normalement. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes à Dubaï, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en France et que vous avez le droit d'avoir une société en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, à Dubaï, mais il faut justifier qu'en fait, cette société, elle est gérée depuis ce pays. Donc, vous pouvez faire les allers-retours. Donc, vous gardez les billets d'avion, de train, pour justifier qu'en fait cette société-là, si elle a une raison d'être, eh ben, l'administration fiscale ne pourra rien faire. Bien évidemment, si vous reversez des dividendes depuis cette structure, à ce moment-là, il faudra aussi payer des impôts. Donc il faut bien évidemment travailler avec des équipes, des prestataires qui sont déclarés, avoir une facturation en règle et bien évidemment tout ce qui est KYC à jour. Donc KYC, Know Your Customer, donc c'est des informations à vérifier lorsque vous travaillez avec des prestataires étrangers. Sinon, il y a un risque aussi que l'administration fiscale vous rattrape. Parce que si vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas déclarées, l'administration va vous en vouloir à vous de ne pas avoir vérifié. Donc je sais, c'est pas cool, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et pareil, faire attention à tout ce qui est traçabilité, parce que voilà, si, enfin, il y en a, ils utilisent des VPN pour pouvoir gérer leur structure depuis l'étranger. Donc par rapport aux banques, aux PSP, crypto, c'est aussi des signaux d'alerte pour l'administration fiscale. Les algorithmes, ils voient tout. J'ai déjà eu moi-même des montants qui ont été bloqués par TracFin pour me demander pourquoi il y avait ce virement qui a été réalisé. Donc j'ai dû simplement donner les justificatifs, les contrats, et puis mon paiement a été libéré. Donc c'était un paiement qui a été fait entre une banque et une autre, et cet argent a été intercepté littéralement. Donc moi-même j'étais surpris parce que ce n'est pas une démarche de la banque, c'était tout simplement TracFin qui a vu ce paiement. Donc comme je vous ai dit, si vous faites il y a des flux internationaux élevés avec une micro-entreprise sans facture, il y a tout de suite une alerte et vos paiements peuvent être bloqués. D'ailleurs, j'ai vu des personnes qui ont aussi des problèmes avec des banques où ils sont tout simplement bannis parce qu'il y a un risque de fraude. Donc les banques, elles veulent se protéger, c'est la raison pour laquelle elles vous bloquent. Donc s'il y a des libellés suspects, s'il y a des va-et-vient rapides, s'il y a des grosses sommes, s'il y a des paiements récurrents depuis l'étranger non justifiés, vous avez une petite micro-entreprise et vous recevez que des paiements par exemple depuis les États-Unis, à nouveau ça peut émettre des doutes sur la légitimité de votre business. Si vous faites des virements crypto sans process KYC, sans compta, c'est aussi un gros red flag parce que si vous utilisez la crypto sur des wallets où il n'y a pas de KYC, pourquoi pas. Mais si vous utilisez ces comptes pour vous faire des virements sur vos comptes pro, etc., bah en fait, le KYC, faudra le faire à un moment ou à un autre si vous avez un contrôle, parce qu'ils les verront de toute façon les virements. Donc c'est soit vous faites des activités totalement occultes et puis bon, vous prenez le risque, soit vous le faites de façon totalement clean. Mais si vous faites un mélange de deux, c'est là où il y a un problème. Si vous faites des paiements crypto, que tout est tracé, c'est précisé sur les documents, etc., à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Aussi, comme je vous l'ai dit, les banques demandent souvent des justificatifs, des contrats, et s'ils n'ont pas les informations nécessaires pour faire les vérifications, elles vont tout simplement bloquer vos fonds jusqu'à éclaircissement. Moi-même, j'ai eu des blocages de fonds. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu des problèmes avec PayPal. Donc même moi, en tant qu'avocat, je les ai menacés de poursuite. Et rien n'y faire, mon argent a été bloqué pendant 6 mois, donc ils me l'ont rendu, bien évidemment, parce que je n'avais rien à me reprocher. Mais voilà, ils ont pu bloquer 6 mois, à peu près. Bon, c'était des grosses sommes, mais voilà. Donc, c'est le comportement des banques avec des montants qu'ils ne peuvent pas vérifier. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'anticiper ces problèmes. Comme je vous l'ai dit, vous faites des contrats, vous avez des factures, vous avez des preuves d'origine des fonds, etc. Pour pouvoir donc leur donner les motifs de vos virements le jour où ils vous contrôlent. Et donc maintenant, je vais vous donner des idées préconçues, des fausses idées que l'on entend, que moi j'entends très souvent. Et
Certains se croient malins alors qu'en réalité, ils prennent des risques énormes. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une LLC américaine, donc je ne paye rien en France. C'est faux. Si tu es résident en France, tu es imposé en France et tu peux avoir également des obligations américaines selon la source de tes revenus. Donc, tu peux avoir des problèmes et en France et aux États-Unis. Une free zone à Dubaï, ça suffit? Non, c'est pas vrai. Si tu n'as pas de visa, tu n'as pas de présence, tu n'as pas de bureau, tu n'habites pas, eh ben en fait, ça ne te suffira pas. À Dubaï, eux, ils n'auront pas de problème avec toi. Par contre, si tu es résident français, ben, l'administration fiscale française va considérer que tu es résident en France et non pas aux Émirats. Je fais payer l'agence puis je reverse à la créatrice. Comme je vous ai dit, risque de requalification salariale. Donc voilà, ça je l'ai déjà vu dans le module donc sur les contrats. Il y a des façons de faire. Si vous mettez un compte directement qui appartient à l'agence, vous prenez un risque à nouveau. Et pareil pour les paiements crypto, je sais que c'est autorisé, mais à nouveau c'est suspect et l'administration fiscale a horreur de ça et ils sont très sensibles sur le sujet. Donc si vous pouvez éviter les virements en crypto, faites-le. Si vous faites des virements crypto, faites-le bien. Si vous êtes dans une autre juridiction où ils sont beaucoup plus souples, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais il faut faire très attention avec les crypto-monnaies. Donc, si je peux vous donner un plan avec 5 réflexes, donc avant d'agir, il faut cartographier. Regardez où sont les personnes avec qui vous travaillez, avec quelle banque, avec quelle plateforme, où est-ce qu'il faut des contrats. Voilà, si vous avez votre modèle qui habite en France, vous lui demandez si elle a une structure, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez lui montrer cette formation. Si vous travaillez avec des gens à Madagascar, voilà, peu importe vos prestataires, vous mettez tout ça sur papier et vérifiez qu'il y ait des contrats, que vous utilisez les bonnes plateformes, etc. Avec un compte bancaire pro. Voilà, vous faites vraiment attention à ça. Vous vérifiez votre résidence fiscale et celle de votre société. Bon, si vous êtes en France, ben, vous faites tout en France. Et comme je vous ai dit, si vous êtes en France, ben, vous pouvez optimiser. Et puis, ce n'est pas l'objet de cette formation, mais il y a des solutions pour optimiser votre fiscalité. Mais si vous voulez changer de résidence, ben, à ce moment-là, il faut le faire bien et avec de la substance. Donc, utilisez toujours des contrats, faites une facturation claire. Bon, les prix de transfert, je l'ai mentionné, c'est un peu plus complexe, mais il faut faire attention. Vous ne pouvez pas artificiellement facturer des prestations qui n'ont pas de sens, tout simplement pour rapatrier l'argent d'un pays à un autre. Donc ça ici, il faut faire également très attention. Et si vous générez des revenus conséquents, je vous recommande de parler à des professionnels dans les pays concernés, que ce soit sur le plan fiscal, bancaire, société, comptable, etc. Si vous travaillez avec une LC américaine, ben, regardez le module sur les sociétés américaines. Ayez des partenaires locaux, c'est des gens qui maîtrisent le droit, qui vont vous aider, même si vous devez payer une consultation, une prestation. C'est toujours mieux de payer en amont plutôt qu'ensuite de devoir se défendre et vous serez quand même amené à payer. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin d'une solution sur le marché américain, il y a aussi le module sur ces aspects-là. Faites-le vraiment. Euh, ou en tout cas, si vous n'avez pas les moyens de le faire dans un premier temps, faites-le dès que vous en avez. N'attendez pas de générer des sommes astronomiques pour vous dire, tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'ai vu des personnes qui génèrent 50, 100 000 euros par mois et qui viennent me voir et qui me disent, Olivier, qu'est-ce que je fais? Et quand je leur demande depuis combien de temps ça dure, ils me disent, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Je fais, waouh! Donc là, il faut prier pour ne pas avoir de problème. Donc voilà, si vous voulez éviter d'avoir une mauvaise surprise, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes, si vous voulez être réglo, si vous voulez faire ça bien, vous pouvez me voir pour une consultation. On peut revoir vos risques, on peut faire une checklist des tâches à réaliser, de ce qui vous manque, checklist substance, par exemple, de voir si votre structure est cohérente. Vous pouvez me contacter via Calendly ou Telegram ou par email. Vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à tout de suite. Alors dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler très rapidement des LLC américaines, donc je l'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos. Donc pourquoi tout le monde en parle? Comme je vous l'ai dit, c'est une société qui est transparente d'un point de vue fiscal et donc qui a du sens lorsque vous êtes expatrié dans des juridictions à fiscalité avantageuse. Donc
donc des pays qui ne vous imposent pas sur vos revenus mondiaux. Donc ce n'est pas le cas de la France. En France, vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux. Donc la LLC américaine n'a pas de sens d'un point de vue fiscal. Voilà, donc si vous voulez créer une LLC, vous pouvez vous référer au module donc proposé par Doula et donc il vous expliquera donc comment obtenir son EIN, comment fonctionne le banking avec Mercury ou autres banques et donc les exigences minimales qu'il faut pour obtenir donc une LLC aux États-Unis. Donc comme je vous ai dit, si vous utilisez une LLC depuis la France, ça n'a pas de réel avantage. Donc je vous laisse vous référer à la vidéo sur les LLC et c'est tout. C'était simplement pour faire une brève introduction et conclure sur ce sujet.